Aujourd'hui, on va parler histoire de l'art et on se retrouve pour la deuxième partie du chapitre L'art de la Mésopotamie et de l'Égypte. Après l'urbanisation et la naissance des empires, aujourd'hui on va parler de l'art égyptien, un art pour l'éternité. L'art égyptien présente pendant plus de 3 millénaires des constantes remarquables. Toute création a un but religieux centré sur le culte des morts. De son côté, l'art mésopotamien s'intéresse avant tout à la gloire terrestre du monarque, ainsi que le montre la série des statues de Gudea, gouverneur de Lagash, au 3e millénaire avant notre ère. Tant en Égypte qu'en Mésopotamie, les édifices s'imposent par des proportions gigantesques qui dénotent une volonté de construire pour l'éternité. Une structure architecturale identique se retrouve en Égypte avec la pyramide et en Mésopotamie avec la ziggoura. Parmi les plus vieilles pyramides, celle de Djéser à Saqqara présente des degrés semblables à ceux des ziggouras. La pyramide assure à la momie du pharaon une vie éternelle après la mort. Conçue comme un tombeau inviolable, elle semble indestructible. En revanche, la ziggoura ne contient rien. Elle sert de support grandiose à un autel situé à son sommet. En Égypte, l'architecture essentiellement religieuse concerne deux grands types de monuments, les tombeaux et les temples. La brique crue constitue le premier matériau utilisé pour leur construction. Vers 2660 avant notre ère, l'architecte Imhotep utilise pour la première fois la pierre pour la construction de l'ensemble funéraire du roi Djéser à Saqqara. Il demeure de ce fait comme l'inventeur de l'architecture de pierre. Les constructions sont réalisées sans mortier avec de gros blocs posés les uns sur les autres. Les Égyptiens veulent préserver leur corps de la destruction après la mort, d'où l'embaumement et la reproduction sculptée de l'image du défunt qui sert de réceptacle à son âme. On place la momie et la statue incarnant le mort dans un mastaba, monument de forme trapézoïdale élevé au-dessus d'une chambre mortuaire et relié à celle-ci par un puits comblé après les funérailles. Au mastaba succède la pyramide à degrés comme celle du roi Snéfrou. Par la suite, à partir de la 4e dynastie, de moins 2275 à moins 2465, apparaît la pyramide à parois lisses. Les plus importantes sont celles des rois Khéops, 147 mètres de haut, Képhren et Mykérinos, situés à Gizeh, à côté du Caire. Il existe aussi des hypogées, tombeaux souterrains creusés dans les falaises, comme ceux de la vallée des rois, à l'ouest de Thèbes, au Moyen Empire. Sur les murs des tombeaux, les peintres et les sculpteurs des ateliers royaux, étroitement associés à l'activité religieuse des prêtres, matérialisent la grandeur divine du pharaon et lui assurent sa propre éternité. Une convention invariable, permettant la vie après la mort, impose aux personnages peints ou sculptés une frontalité absolue et une immuabilité hiératique. Sur les bas-reliefs et les peintures, les artistes reproduisent des portraits idéalisés dans une attitude sereine et digne. Les personnages sont dessinés sous différents angles de vue. D'une part, le bassin et la tête de profil, et d'autre part, l'œil et les épaules de face. Seule la peinture dans les tombes du Nouvel Empire manifeste un certain naturalisme spontané. En 332 avant notre ère, la conquête de l'Égypte par Alexandre le Macédonien implante la culture grecque sur le sol égyptien. Apparaît alors un renouveau des arts sous les Ptolémées, dernier pharaon égyptien entre le 4e et le 1er siècle avant notre ère. Les temples égyptiens. L'autre grand type de monument, le temple divin, atteint son point de perfection sous le Nouvel Empire. Il abrite dans le Saint des Saints la statue où le dieu vient s'incarner, comme à Karnak et à Luxor. Ces temples ont un aspect imposant. La salle hypostyle du temple d'Amon-Ré à Karnak mesure 103 mètres par 52 mètres. 234 colonnes soutiennent le plafond à 23 mètres de hauteur. L'enceinte sacrée qui entoure ces temples comprend, outre la maison du dieu, tous les bâtiments annexes liés au culte et à l'entretien du clergé. Les temples les plus importants ont souvent perdu leur utilité première à la suite d'adjonctions, par chaque pharaon, de nouvelles salles hypostyles, de cours et de pylônes. Certains d'entre eux sont creusés dans la montagne. La façade se compose d'un pylône taillé dans le roc et de statues colossales disposées de part et d'autre de l'entrée comme à Abou Simbel. Le temple funéraire, construit à proximité des tombeaux comme ceux de Saqqara et de Gizeh, sert au culte des souverains divinisés. Un des plus remarquables est le temple de la reine Hatshepsut à Der el-Bahari. Les techniques de construction, les proportions, la netteté des volumes restent des éléments très stables pendant la longue histoire de l'Égypte. Cette permanence dénote une conception d'un temps cyclique, non porteur de changement car répétitif. Le développement des villes mésopotamiennes, monuments et sculptures. En Mésopotamie, les nombreux bâtiments réalisés en briques de terre crue ou en pisé
mélange d'argile et de paille hachée, ne se présentent plus aujourd'hui que sous forme de traces et sont toujours disposés de façon ordonnée les uns par rapport aux autres. Ainsi, l'ensemble d'Uruk montre un plan préconçu. La ville existe en tant que telle. Elle n'est plus une accumulation d'habitations. À partir du 3e millénaire, les architectes conçoivent un nouveau type de bâtiment, le palais. Dans cet édifice, qui peut être construit de façon différente, on distingue toujours la salle du trône, placée entre deux cours entourées par des ensembles qui ont un usage précis. Les bureaux et les ateliers se répartissent autour de la première cour, les appartements privés autour de la seconde. Les Perses édifient des palais grandioses sur des terrasses artificielles. Au centre, l'Apadana, ou grande salle du trône, reste très impressionnante par sa forêt de colonnes. Des bas-reliefs représentent de longues files processionnelles de soldats. Ces sculptures stylisées décorent les façades avec un rythme répétitif. En Mésopotamie, la sculpture sumérienne montre une raideur statique. Un sentiment d'oppression, de peur, émane de nombreuses statues de dieux et de déesses, de rois et de dignitaires, et parfois des gens du peuple. L'Oran demeure le type sculptural le plus caractéristique. Cet homme en prière joint les mains sur sa poitrine dans une attitude fixe. Ses deux yeux, démesurément agrandis, cernés par un trait de bitume noir, paraissent regarder au-delà de l'horizon. Les statues forment parfois des groupes où l'on peut distinguer les dieux des mortels, le roi de son sujet. Chez les Babyloniens, dans les palais de Mari, la peinture décrit des scènes très réalistes comme celle de l'habillage du roi. Les Assyriens utilisent la sculpture pour embellir leurs palais. Des bas-reliefs glorifiant le monarque accompagnent d'immenses taureaux ailés à 5 pattes et à face humaine. Les effigies du roi abondent avec leurs longues barbes rectangulaires, frisées avec régularité et leurs robes finement travaillées. Les scènes montrent la vie à la cour, réception et hommage des sujets, à la chasse ou à la guerre, avec une vérité impressionnante, comme on le voit sur les bas-reliefs des palais de Sargon II à Khorsabad. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, si le sujet de l'histoire de l'art vous intéresse. Je me ferai un plaisir de vous faire d'autres vidéos à ce sujet. En attendant, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo où on va examiner ensemble le schéma du temple d'Horus à Edfu, qui date des 3e et 2e siècles avant notre ère. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.